Les choses sérieuses vont commencer à l'Australian. Si tu ne veux rien manquer des derniers jours du tournoi, n'hésite pas à t'abonner. Juste ici, mon très cher Goat, Novak Djokovic diminué mais largement au-dessus de la mêlée. A-t-il déjà gagné le tournoi? Tony Nadal, le Semar et le duo dynamique Rune Shelton, c'est le programme simulateur de ton nouveau digest de l'Australian. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec Tony Nadal, l'énorme semar. Mais qu'est-ce qui se passe, Tony? Je croyais que tu étais coach de Félix Auger-Aliassime. Pourquoi tu prends la défense de ton neveu dans El País, une tribune complètement cosmique? Je vous ai choisi quelques petits morceaux là, c'est complètement fou. Alors le problème pour lui est évident depuis longtemps, vous allez voir quel est le problème pour Tony. Aujourd'hui, je vais regretter une fois de plus que les dirigeants du tennis aient passé si longtemps sans rien faire pour protéger un peu les joueurs d'une discipline devenue un peu trop agressive. Qui a transformé le tennis en sport ultra physique et agressif? Attendez. C'est pas Rafael Nadal? On continue, il semble que personne ne soit disposé à ralentir la vitesse de la balle. Alors, tu veux que le sport soit pas physique, mais en même temps, tu veux ralentir la balle, donc du coup, on va avoir des matchs de 5h, 6h, comme ce qui se passe à l'Australienne avec les balles Dunlop qui sont hyper lentes, envers à réduire la soudaineté à laquelle le corps des joueurs de tennis est soumis pour la renvoyer et maintenir à son tour la vitesse requise de la balle. Donc là, encore une fois, pareil, l'évolution matérielle, la raquette babolate de Rafa, le fait qu'il arrive à tirer des passings à 5 mètres de la ligne de fond, oui, l'évolution tennistique et l'agressivité dans ce sport, c'est ton poulain qui l'incarne en grande partie. En violet, on enchaîne. En revanche, il a opté pour l'allongement des circuits sur dur, beaucoup plus au détriment des quelques mois sur terre battue. Ah bah voilà. Voilà, là on arrive au point essentiel. Tony Nadal voudrait qu'on joue toute la saison sur terre battue. Alors je rappelle à Tony, la saison sur terre battue, elle commence en Amérique du Sud en février et elle se termine en juillet. Ça fait quand même la moitié de l'année sur terre battue. Et puis t'as des joueurs type Ramos Vinolas qui passent toute leur vie, toute leur carrière sur terre battue. Donc je vois pas vraiment la tech, je comprends pas quoi. Je comprends pas. En jaune, l'usure et les abus physiques sont inévitables dans notre sport et cela, à mon avis, ne devrait pas être le cas. Alors il donne quelques exemples, bien sûr, hein, Guga, Magnus Norman, Lleyton Hewitt qui ont eu des problèmes physiques, pour n'en nommer quelques-uns, dit-il, ont dû prendre leur retraite tôt. En fait, à une époque, quand t'avais 28 ans, 29 ans, t'étais sur la fin au tennis. Et c'est surtout maintenant, ces dernières années, que les carrières s'allongent de plus en plus avec les progrès médicaux, avec la récupération, avec les œufs de récupération. Certains grands champions ont joué très longtemps, ça on peut pas le nier. Rod Laver, Pancho Gonzalez, Ken Rosewall ont joué à 40 ans et plus. Mais voilà, le tennis, c'est effectivement un sport qui est particulièrement contraignant et difficile pour le corps. Par contre, la tech de Tony Nadal à cet instant pour défendre son poulain et les arguments qu'il sort, je trouve ça un peu moisi. Une autre take moisie, elle est sur Twitter cette fois-ci, et elle est bien sûr l'œuvre de l'inénarrable Nick Kyrgios. Alors on a le tableau, hein, bien sûr, vous savez qu'il s'est largement dégagé, et James Gray nous avait relevé les joueurs qui étaient encore présents dans cette partie de tableau. Alors ça s'est particulièrement dégagé depuis le tweet, mais Nick Kyrgios n'a pas pu s'empêcher de réagir à ce tweet en disant c'est un joli petit 250 qui est en cours. Alors oui, c'est vrai, il y a des nouvelles têtes et le tournoi est très ouvert. Par contre, Nick, regarde ton tournoi de Wimbledon la saison dernière. Tu bats Djoub en 5 manches difficiles en te prenant la tête avec le public. Tu bats Krajinovic, tu éclates Krajinovic. Hein. Tu bats Tsitsipas, un match de très grande qualité. Mais sinon, Nakashima, Garin et sauter Nadal pour aller en finale de Wimbledon. Quand tu vois le tableau, le truc, c'était quoi Wimbledon 2022 du coup? C'était un 250 aussi? Alto boutade quelques instants dans ce côté réseau et on va revenir sur une petite phrase que j'ai trouvée super intéressante et pertinente de la part de Daniil Medvedev en conférence de presse. Le joueur russe, toujours très fin, analytique, même après des défaites difficiles comme celle qu'il a vécue face à Korda, et il l'a dit en conférence de presse, c'était au tout début de sa portion, tous les joueurs ne sont pas capables de jouer comme Korda, il joue un tennis magnifique, si je le fais, je serai classé 700e mondial. Et ça m'intéresse parce que au tennis, vous devez précisément identifier vos forces, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, trouver votre identité, et ça c'est super important. Beaucoup de joueurs passent toute leur carrière sans mettre le doigt précisément sur leur plein potentiel, ce qu'ils sont capables de produire. Daniil, lui, il a bien identifié quelles étaient ses forces.
en tout cas pendant son pic, avec un jeu de barbelé, défensif, très loin pour retourner la balle sur les services adverses, et une qualité de service prodigieuse par ailleurs. Et surtout, Daniil, il a créé son style, il a créé sa propre identité technique que pas mal d'observateurs ne comprenaient pas au début, et voilà, il est quand même parvenu à être numéro 1 mondial et à remporter un majeur avec cette technique. Dernière info dans ce côté réseau, et c'est Carlitos Alcaraz qui sera de retour pour la saison sur terre battue sud-américaine justement, ça devrait plaire à Tony Nadal, et on le voit déjà en train de s'échauffer. La blessure a pas duré longtemps, hein. On est directement reparti sur les cours, et regardez-moi ça Carlitos. Alors je ne peux plus penser à Carlitos sans l'imaginer en slip désormais. On bascule sur le coin tactique, un coin tactique très dense, et on commence avec le duo dynamique Ben Shelton, Holger Rune. Alors Benny, lui, on l'a identifié depuis un petit moment maintenant, un joueur tennis universitaire américain qui est habitué aux ambiances électrisantes, et il a fait un match contre Popyrin, justement dans une ambiance très hostile, très engagée. Il a gardé son calme, son sang-froid. Ici, un petit point que je vous ai sélectionné, une belle amortie sur un point crucial à 5-4 dans le tie-break de la deuxième manche. Et cette autre petite capture d'écran que je vous ai prise avec un Ben Shelton qui a le sourire jusqu'aux oreilles après sa victoire, qui a dit « I love you guys » au public australien alors qu'il était à moitié hué, à moitié supporté, assez incroyable. Et surtout, peut-être que certains d'entre vous ne suivent pas assidûment la carrière de Ben Shelton, c'est la première fois de sa vie qu'il joue en dehors des États-Unis. Il a fait Adélaïde et Auckland avant d'arriver à l'Australian, et ce joueur, c'est énormément de candeur, c'est un service mouse, hein. Il est à 87% derrière sa première balle sur l'ensemble de la partie, capable de bien identifier les moments opportuns pour attaquer, et il envoie des bûchasses en coup droit. Belle shot selection également, donc Ben Shelton, une promesse assez énorme sur l'avenir. Un joueur qui n'est plus une promesse, mais bel et bien déjà un contender pour les grands titres, c'est Holger Rune, qui bien sûr nous avait sorti une fin 2022 absolument imparable, un tournoi all-time, c'était à Paris-Bercy avec un run extraordinaire, et chez Rune, qui a disposé de Humbert en 3 manches, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant chez lui, c'est à quel point il est capable de faire la transition défense-attaque, de moduler son jeu et d'exploiter son agressivité et son punch. Ici par exemple, on va réussir à trouver une belle petite amortie. Vous le voyez, on a une certaine gémellité avec ce que je vous ai proposé comme analyse pour Ben Shelton, mais on a un truc supplémentaire chez Rune, et c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel chez les très très grands joueurs, et je pense que Holger Rune est fait de ce bois-là, on le verra à l'avenir, c'est qu'il a une maîtrise totale de son image sur le court. Il sait exactement l'image qu'il renvoie. Il joue également des éléments périphériques. Alors il a fait sa petite pause pipi au tout début du premier set à un changement de côté. Alors lui, ça a duré 1 minute 30, il a réussi à rester dans les clous, mais c'est encore une fois pas quelque chose qui doit être autorisé logiquement par les arbitres. Et puis là, ici, dans cette séquence, il va se bloquer la cheville. On va avoir un MTO, derrière il va réussir à breaker, et je trouve qu'il est très très bon dans cette compréhension de l'image qu'il renvoie, réussir à frustrer son adversaire, à jouer avec le metagame, le mind game déjà à son âge. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup observé Novak Djokovic. Et justement, Novak, on en parle. Novak, justement, un match encore paranormal, plein de drama, on va en parler d'ici quelques instants, mais surtout une adaptation par rapport à cette petite gêne qu'il a à la cuisse. Alors là, franchement, c'est à vous de déterminer, hein. C'est impossible de savoir précisément. Blessure, grosse blessure, gêne, c'est sûr qu'il y a une gêne au moins à minima. On va parler du reste par ailleurs, mais voilà, ce qu'il a réussi à faire de son côté, c'est moduler ses défenses côté revers, garder les deux jambes bien proches, bien compactes. C'est un peu la manière dont les joueurs des années 90 défendaient. Regardez Pete Sampras, sa défense côté revers et côté coup droit. On faisait des petits pas et on repartait. Donc il a essayé de limiter vraiment à la portion congrue, hein, les grandes défenses en extension. Il les a simplement utilisées dans les grands moments de tension, par exemple à 5-4 à la fin du premier set. Mais il va quand même se faire des breaks. Novak manifestement diminué dans cette partie, mais il dispose d'un bouclier absolument gigantesque face à l'usure du temps, face aux petits pépins, aux petites blessures. C'est la qualité de son service. Ici, côté avantage, il va envoyer 3 aces et un service gagnant pour rester au contact dans ce jeu de tous les dangers, recoller à 6 partout et remporter le time-break. Et puis ses stats au service, elles sont délirantes. On est à 72% de première, 74% derrière. Au niveau tactique, quelque chose que Novak a particulièrement bien fait aujourd'hui également, c'est de cibler le revers de Grigor Dimitrov, notamment sur les points très importants. Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Roger Federer, c'est des profils, voilà, il est habitué. Tu targetes le revers. Ici, il va mettre beaucoup de puissance, de précision, de longueur.
Et à ce moment-là, Dimitrov, il est obligé de produire quelque chose. Soit il passe sous la balle et Novak va pouvoir décaler en coup droit, avancer côté ouvert ou partir contre-pied. Bref, c'est très très mal goupillé pour Dimitrov. Ou alors Dimitrov, il est obligé de prendre un risque un peu fou, un peu lunaire, un long de ligne. Et généralement, ça passe pas. Un grand problème pour Dimitrov. Et la raison pour laquelle il n'a pas réussi à faire le point au-delà de cette petite gêne, c'est que sa qualité de service elle n'est pas suffisante et c'est la grande gangrène de sa carrière. Il est à 59% de première simplement, donc là tu joues en fait, je sais pas si tu es au courant, hein, mais tu joues l'un des tout meilleurs relanceurs de l'histoire de ce jeu, peut-être le meilleur, et là tu lui fais un service nickel pile poil sur le coup droit. Ça va pas suffire. Djokovic, du coup, il a pu se gaver. Là, il est un petit peu loin, il est à 1m50, 2 mètres de la ligne de fond, mais quand il était collé, il a pu renvoyer des winners en retour, en mettant la raquette en opposition, avec son coup d'œil, avec sa vista et sa vision. Donc le match-up, déjà, il est quasi insoluble pour Grigor Dimitrov. Il l'a battu qu'une seule fois, c'était à Madrid, un match complètement épique. On arrive à un point intéressant, je pense, qu'on va essayer d'analyser le plus froidement possible. On va avoir 7 jeux dans la troisième manche, 5 breaks, donc ça va passer d'un côté à un autre. Novak qui va avoir des difficultés à maintenir son intensité. C'est plutôt ça le problème sur les débreaks. Je pense que c'est la manière avec laquelle il est capable d'aborder les points et s'il arrive à maintenir sa densité émotionnelle et technique. Mais je pense qu'on passe à côté d'une bonne partie de la rencontre si on n'analyse pas le côté théâtral de Novak Djokovic. Ici, au sol, il s'est roulé en boule après le gain de la première manche de ce côté-là. Il a crié vis-à-vis de son clan. Il a fait beaucoup de théâtre, d'acteurs studio limite. Je dis pas ça comme une critique, je dis ça comme un fait établi. Et je le dis également parce que ça a manifestement fait quelque chose à Dimitrov, ça lui a un petit peu titillé le cerveau. Dimitrov à la fin, on voyait, il était sarcastique, il a imité la célébration de Novak sur le dernier jeu. Ça lui est rentré dans le cerveau et je pense que c'est là où Novak est particulièrement fort, c'est que quand il lui arrive un truc, déjà il va se passer deux choses. La première, c'est que la douleur, il va s'adapter. Et la douleur, vous le savez paradoxalement parfois, ça peut vous aider à trouver un certain type de relâchement et à ne pas penser à d'autres choses. Donc ça c'est un premier point. Je pense que cette petite diminution, cette petite gêne fait qu'il est capable d'être encore plus performant à certains moments de la partie. Et le deuxième point, c'est qu'il utilise ça, il utilise l'image qu'il renvoie, et ça, je vous ai parlé de ça avec Rune, hein, cette fameuse image, en se disant, le gars en face, il voit que je suis diminué, je fais mon théâtre, hein, je fais mes petits trucs, je me roule en boule, je me touche, je crie, eh bien je vais réussir également à perturber mon adversaire de cette façon, donc c'est un package déroutant, et je pense que à ce niveau-là, alors il a l'air d'être à 90% peut-être, si on doit vraiment donner un chiffre au pifomètre, à ce niveau-là, je vois quand même pas grand monde pouvoir le contester en 3-7 gagnants. Et on se termine avec la reco du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte. Demain, on est dimanche, et il faudra se sustenter d'un magnifique Tsitsipas Sinner, un match qui peut, je pense, déterminer le nom du finaliste dans cette partie de tableau. On en parle bien sûr dès demain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des abricots.